L'impact de la guerre avec l'Iran sur l'Ukraine, Trump, Israël, l'Ukraine, l'Iran, Poutine, Xi, qui gagne et qui finit dans les poubelles de l'histoire. Un gain à court terme pour la Russie et la Chine, et à long terme, l'effondrement de l'axe du mal. Le Venezuela, en tant qu'allié de la Russie et de la Chine, n'existe plus. L'Iran ne reviendra pas. Sur la carte, prise de contrôle amicale de Cuba, pacification du Mexique, nettoyage du Liban et de la Syrie. Et aussi la création d'une coalition Nouvel Iran-Israël-Saoudien, c'est-à-dire 1 milliard d'Arabes saoudiens. Signature des accords d'Abraham avec l'Iran, tous les pays du Golfe Persique et un traité de défense mutuelle et de maintien de l'ordre, entre d'anciens ennemis, qui sont devenus des alliés grâce à une chose précise, grâce à la politique de Donald Trump. Nous en parlerons et bien d'autres choses vous attendent. Des découvertes et des révélations étonnantes. À la fin, nous promettons de relier tout ce dont nous avons parlé en un résultat surprenant. Alors, commençons. Imaginez que la planète ait 3 réalisateurs qui écrivent les scénarios des 20 prochaines années sont: l'un est à Washington, Donald Trump, le deuxième à Moscou, Vladimir Poutine, et le troisième à Pékin, Xi Jinping. Entre eux, il y a 3 principaux champs, des champs de bataille. L'Ukraine, le Moyen-Orient avec la guerre, donc les États-Unis, Israël, et l'ombre d'un futur conflit autour de la Chine et de Taïwan. Une guerre alimente l'autre, une frappe contre l'Iran résonne à Kiev, et une décision concernant l'Ukraine modifie les calculs à Pékin. Dans cette vidéo, nous allons analyser non seulement qui a surpassé qui, mais surtout comment ces guerres vous affectent personnellement, vous et moi. Sur les prix, sur la sécurité, sur l'avenir de nos enfants. Dans la première partie, vous verrez pourquoi les frappes contre l'Iran ne sont pas simplement une autre guerre au Moyen-Orient, mais un tournant dans toute la stratégie américaine. Au milieu, un lien inattendu. Comment la guerre avec l'Iran frappe l'Ukraine et l'Europe. Et à la fin, ce dont presque personne ne parle. Comment tout cela peut, à long terme, renforcer les États-Unis et conduire à un monde plus sûr et même plus juste pour nous tous. L'Union supérieure, cela va augmenter la cote de l'Ukraine, comme à Kiev, tout est en ordre. Bon, commençons par Trump et l'Iran. Trump 47 revient à la Maison-Blanche avec le slogan « Nous arrêtons de nous battre pour tout le monde ». Et presque immédiatement, les États-Unis avec Israël portent de puissants coups à l'Iran. Ce n'est pas la chasse habituelle au proxy, mais un coup porté au cœur du régime. L'infrastructure nucléaire, l'élite du commandement militaire. Les États-Unis s'éloignent officiellement du rôle de gendarme du monde, mais montrent que là où ils interviennent quand même, le coup sera dur et précis. Pour Israël, c'est un moment qu'ils attendaient depuis des décennies. Le pays, qui a vécu sous l'ombre de la bombe iranienne, voit enfin à l'écran brûler ces mêmes sites dont parlaient Dante depuis des années les premiers ministres et les généraux. Dans les états-majors, on feuillette des images satellites d'un cratère noir à la place des centrifugeuses protégées. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une chance d'imaginer l'avenir sans la peur constante du chantage nucléaire. Imaginez une pièce la nuit. Trump, le Premier ministre israélien, quelques généraux. Sur la table, une carte de l'Iran couverte de marqueurs rouges. Des sites nucléaires, des bases du CGRI, des résidences de l'élite. Une seule pensée plane dans l'air, la peur de l'erreur. On ne pardonnera pas. La réputation des États-Unis est en jeu, ainsi que la sécurité d'Israël, et aussi la confiance de tous les alliés. Ici, il ne s'agit pas de prendre une décision pour une réponse symbolique, mais de tenter de réécrire toute l'architecture de la région. Éliminer une menace qui s'est accumulée pendant des décennies et en même temps établir un nouveau principe d'utilisation de la puissance américaine. Moins de guerres interminables pour une idée, plus de guerres courtes, dures et pragmatiques. Des opérations. Pour Trump, c'est une façon de dire aux Américains « Nous ne faisons plus la guerre partout, mais si nous frappons, alors… » Et de façon à ce qu'on nous respecte. Pour Israël, c'est une chance d'éloigner la menace existentielle, au moins pour une génération. Pour le Moyen-Orient, c'est le risque d'une grande guerre. Des missiles sur les villes, des frappes contre les bases américaines, des flambées de haine. D'une main, Trump rend l'Amérique extérieurement plus forte. De l'autre, il met le feu à la région. Encore une fois, dans l'espoir de pouvoir contrôler l'incendie. Ce que Carter et Brzezinski n'ont pas réussi à faire avec l'Iran. Et pendant que le monde observe les explosions au-dessus de l'Iran, la guerre en Ukraine disparaît discrètement des gros titres. Déplaçons-nous dans un autre bureau.
à Kiev. Sur la table, une carte du front, des villes, des symboles de douleur et de résistance. Le président repart vers l'ouest, demande à nouveau des armes, de l'argent. Mais la rhétorique change. De plus en plus souvent, on entend les mots « paix réaliste ». Des concessions, les ressources ne sont pas infinies, et surtout, on attend les concessions non pas de Moscou, mais de Kiev. Céder une partie du territoire, limiter l'armée, tourner la page de cette histoire, parce qu'une guerre plus urgente est apparue. Sur l'écran, diffusion en direct du Moyen-Orient, missiles, réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Sur un autre écran, il y a le dirigeant ukrainien fatigué et un discours soigneusement voilé. Nous avons déjà fait beaucoup pour vous. Notre société s'était fatiguée, l'argent n'est pas illimité. Et enfin, ce qu'on appelle le clou du spectacle. Nous sommes obligés de faire un choix. À ce moment-là, l'Ukraine, de symbole de la lutte pour la liberté du monde civilisé, devient simplement une ligne du budget. Une ligne qu'il faut probablement réduire au profit d'autres choses importantes. Plus tard dans la vidéo, nous montrerons la facture que l'Europe devra payer. Et pourquoi elle ne concernera pas seulement Bruxelles, mais aussi vous, à travers les prix, la migration et la sécurité. Maintenant, une courte pause pour une demande importante. Si vous regardez ceci, vous êtes déjà différent de la majorité. Vous n'êtes pas indifférent. Pour ne pas vous perdre dans le flow, cliquez sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas les moments où le monde est à nouveau redessiné sans explication. Transférez cette vidéo au moins à une personne qui dit souvent « Je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas ». C'est justement à cette personne que nous essayons d'expliquer comment une seule frappe contre l'Iran peut changer le coût de son prêt immobilier, de l'essence et la sécurité de ses enfants. La politique ne l'intéresse pas, mais ça l'intéresse. Il ne comprend tout simplement pas le lien. Maintenant, revenons au Kremlin. Tard le soir, un rapport est sur la table de Poutine. Les États-Unis et Israël frappent l'Iran. Le pétrole grimpe. À la télévision, un reportage passe déjà. L'Occident a lancé une nouvelle guerre. En bas, une petite ligne. Attention, les États-Unis et l'Europe changent de cap. La demande pour une paix réaliste concernant l'Ukraine augmente. Pour Poutine, cette ligne est en or. La guerre avec l'Iran lui apporte immédiatement plusieurs avantages. Elle détourne l'attention de l'Occident de l'Ukraine, fait grimper les prix de l'énergie, apporte des fonds supplémentaires pour la guerre et la répression, permet de renforcer encore davantage les liens avec l'Iran et de se rapprocher de la Chine. Pourtant, ni Poutine ni Xi ne sont réellement prêts à défendre Téhéran. Dans un affrontement direct avec les États-Unis, l'Iran découvre soudainement les limites de cette amitié. Un paradoxe. À court terme, Poutine semble gagner. Plus d'argent, moins d'attention portée à l'Ukraine. L'image du grand frère pour l'Iran est une partie du Sud global. Mais stratégiquement, la Russie s'enlise de plus en plus dans le rôle de partenaire junior de la Chine, simple fournisseur de matières premières sans droit de parole. Le troisième réalisateur, c'est la Chine. Xi Jinping paraît calme en apparence, sans menacer bruyamment de libérer qui que ce soit. La Chine achète silencieusement du pétrole bon marché à la Russie et à l'Iran, signe des contrats à long terme et effectue les paiements en yuan. Pendant que les États-Unis sont tiraillés entre l'Ukraine et l'Iran, Washington dispose de moins de ressources pour relever le principal défi du siècle, contenir la Chine. Si on regarde la carte comme un joueur d'échecs. L'Amérique est entravée, l'Europe est effrayée et fragmentée, la Russie est dépendante, l'Iran est en feu. Cela signifie qu'il est temps de renforcer l'influence économique, de sécuriser les ressources et d'habituer de plus en plus de pays à l'idée que les décisions importantes ne se prennent pas seulement à Washington, mais aussi à Pékin. Et nous arrivons maintenant à la question clé qui vous concerne directement. Qui l'emportera stratégiquement, c'est-à-dire dans quel monde vivrons-nous, vous et moi, ainsi que nos enfants, dans 10 ou 20 ans? À première vue, les États-Unis avec Trump semblent être les vainqueurs tactiques. L'Iran est affaibli, Israël essaie de protéger, la Russie et l'Iran s'épuisent, la Chine ne s'engage pas encore dans un conflit direct. Si une forme de paix acceptable peut être cimentée en Ukraine, Washington dira « Nous avons rétabli l'ordre sans nous engager dans toutes les guerres en même temps ». Israël obtient un répit face à la menace nucléaire, Poutine gagne du temps et de l'argent, mais il perd son autonomie stratégique. La Chine accroît son influence et transforme les guerres des autres en opportunités économiques pour elle-même. Mais en même temps, le monde fait face à de nouvelles menaces. Premier doute sur la fiabilité des États-Unis comme alliés. Si l'on pousse l'Ukraine à faire des concessions douloureuses, chaque pays se demande « Ne feront-ils pas la même chose avec nous un jour ?» Deuxièmement, la Russie s'enlise durablement dans un statut de paria, dépendante des crédits et marchés chinois. Troisièmement, la Chine, ayant atteint une masse critique,
pourrait décider de régler la question de Taïwan par la force. Le troisième champ de bataille deviendrait alors un conflit direct entre Pékin et Washington. Messieurs, la suite est la plus intéressante, et voici le dénouement promis. Comment la nouvelle stratégie des États-Unis, malgré tous les risques, peut-elle à long terme rendre le monde plus sûr et donner aux Américains eux-mêmes une chance de renouveler leur leadership ? Trump, en fait, renonce au rôle de seul policier planétaire et propose un modèle de policiers régionaux. Les États-Unis sont le principal acteur dans leur propre région et l'arbitre qui n'intervient dans d'autres régions que lorsque les intérêts vitaux des États-Unis eux-mêmes sont en jeu. La charge est transférée aux alliés et aux centres de pouvoir régionaux. L'Europe doit assurer sa propre sécurité, le Moyen-Orient doit équilibrer les menaces par ses propres moyens, l'Asie doit compter sur le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie peut-être, et pas seulement sur Washington. En d'autres termes, le monde se divise progressivement en zones de responsabilité. En Europe, les États-Unis disent « Soit vous renforcez votre défense et devenez un centre de puissance autonome, soit vous risquez de vous retrouver sous la coupe de la Russie. » Le parapluie reste, mais il n'est plus gratuit ni éternel. Dans l'hémisphère occidental, la doctrine Monroe renouvelée se renforce. C'est la priorité principale des États-Unis. Ici, nous garantissons la sécurité, c'est notre jardin, notre cour. Nous sommes prêts à intervenir au-delà de l'océan uniquement dans des cas extrêmes. En Asie, les États-Unis restent un acteur clé, mais ils poussent leurs alliés à assumer eux-mêmes une partie des risques et des responsabilités. Augmentation des budgets de la défense, système commun de défense antimissile, une coalition d'autant d'eux informels. Pourquoi un tel monde pourrait-il être plus sûr pour nous ? D'abord, il oblige les acteurs régionaux à payer eux-mêmes pour leur sécurité. Ils font tout reposer sur le contribuable américain. Cela signifie moins de guerres sans fin pour les intérêts des autres et plus de ressources à l'intérieur des États-Unis pour ce qui influence ensuite le reste du monde, c'est-à-dire la technologie, l'économie, l'infrastructure, le dollar. Des États-Unis forts sur le plan intérieur, c'est moins de tentations de combler les trous par la guerre et plus de possibilités de résoudre les conflits par l'économie et la diplomatie. Deuxièmement, est-il possible de construire un réseau ? Des pôles régionaux de sécurité, une Europe forte, un bloc Asie-Pacifique stable. Un Moyen-Orient plus équilibré signifiera que les États-Unis auront moins de raisons d'envoyer des troupes à chaque crise. Cela réduit le risque d'une grande guerre accidentelle entre puissances nucléaires et rend progressivement le système international moins dépendant d'une seule capitale. Troisièmement, la multipolarité, avec des règles du jeu appropriées, peut offrir au monde non seulement moins de conflits, mais aussi beaucoup plus d'opportunités de développement. Quand la responsabilité de l'ordre est partagée entre plusieurs centres, les petits pays ont plus de marge de manœuvre et l'économie mondiale profite de plus de sources de croissance. Et vous, quel que soit le passeport que vous possédez, avez moins de chances de vous réveiller dans un monde où le destin de régions entières se décide dans une seule pièce. Dans une seule salle, dans un seul bunker. Sans se soucier des conséquences, oui, c'est le scénario idéal, et il y a beaucoup de risques. Des abus des dirigeants régionaux au vide dangereux que pourraient incomber la Chine et la Russie. Mais sur le long terme, l'idée d'avoir moins d'un seul policier mondial et plus de piliers régionaux donne une chance de renouvellement, plutôt que d'effondrement du système. Et à la fin de la vidéo, nous ajouterons un autre élément des plus inattendus, un élément d'espoir. Le Moyen-Orient. Ce qui était un incendie permanent va maintenant devenir un élément d'espoir. Imaginez un Moyen-Orient complètement différent. Pas une chaîne de guerres éternelles, mais un centre de stabilité en train de naître. Le régime iranien change. Un nouveau leadership vise le développement économique et des relations normales avec les voisins, plutôt que l'exportation de la révolution et les guerres par procuration. L'Iran cesse de voir en Israël et dans les monarchies arabes des ennemis. Par définition, il commence à compter l'argent, pas les slogans. Espérons qu'il compte l'argent et non les slogans. L'Iran possède un immense marché. Une population jeune, du pétrole, du gaz, un transit entre l'Asie et l'Europe. Israël a la technologie, l'armée, la science, les startups. La Syrie et le Levant ont la géographie, les ports, la main-d'œuvre. Au lieu de l'axe Iran contre Israël et les sunnites, un axe de coopération émerge. Iran, Syrie, Israël. Qui sont tirés comme des esclaves, des voisins asservis. La région a une chance de devenir un centre de puissance indépendant.
Une superpuissance régionale qui est elle-même responsable de l'équilibre et de l'ordre. Qu'est-ce qui change dans un tel scénario et pourquoi est-il important pour vous de le comprendre? Les proxys, le Hezbollah, les Houthis, le Hamas et autres perdent leur raison d'être. Sans l'image d'une guerre éternelle contre Israël et les États-Unis, des réseaux comme le Hezbollah et les milices chiites perdent à la fois leur financement et leur mission. Une partie se tourne vers la politique, une autre se désarme, une autre encore se marginalise. Gaza et la Cisjordanie cessent d'être un échiquier éternel. En l'absence de menaces existentielles iraniennes et avec l'intérêt du nouvel Iran pour la stabilité, une chance de conclure un grand accord apparaît. Aide économique, corridor de main-d'œuvre, infrastructure. En parallèle, un bloc régional puissant fait pression sur les élites palestiniennes et les radicaux israéliens, les poussant vers un compromis. Le Liban cesse d'être l'otage du Hezbollah, de la Syrie, ainsi qu'un champ de bataille, et devient un pont et un corridor. La Jordanie et les régimes modérés jouent un rôle de tampon et disposent d'une parapluie de sécurité, bénéficiant aussi d'investissements et de tourisme. Pour le monde, cela signifie moins de roquettes sur les villes. Moins de chances qu'un conflit local implique l'OTAN, la Russie ou la Chine. Moins de besoin de dépenser des billions pour la guerre. Et plus pour le développement. Pour les États-Unis et l'Europe, des flux énergétiques prévisibles et moins de crises migratoires. Pour l'Asie, des routes commerciales stables. Pour les gens ordinaires, il y a moins de risques qu'une nouvelle crise au Moyen-Orient fasse chuter les prix, les devises et surtout la sécurité. Oui, cela semble presque fantastique comparé aux nouvelles d'aujourd'hui. Mais il est important de comprendre que le monde n'a pas seulement un scénario de chaos, mais aussi un scénario de progression graduelle vers une atmosphère divisée. Et c'est là que nous revenons à nos 3 réalisateurs. En considérant les conflits et les 20 prochaines années, les États-Unis, la Chine et la Russie ont à la fois des contradictions et des objectifs communs. Éviter une grande guerre entre eux, maintenir une économie mondiale fonctionnelle, limiter le terrorisme et le chaos cybernétique, gérer les risques climatiques et technologiques, empêcher l'apparition de nouvelles merveilles, de trous noirs comme Daesh. Cela signifie qu'à court terme, nous sommes en concurrence les uns avec les autres, et nous nous sapons mutuellement, mais à long terme, nous y sommes contraints. Peut-être qu'on n'en a même pas envie, mais nous sommes obligés de nous mettre d'accord au moins sur des règles communes minimales. De quel côté de la rue doit-on rouler? Sinon, on va se rentrer dedans dès le premier jour. Sur l'escalade nucléaire, le cyberespace, la protection des infrastructures critiques, sur les routes maritimes. Et il est important de retenir cette dualité de la vidéo. Aujourd'hui, le monde apparaît comme un ensemble de conflits et de blocs rivaux, mais une autre logique émerge parallèlement. Soit ces blocs apprendront à s'entendre sur des règles, soit tout le monde perdra tout. Votre implication personnelle, vous intéresser, comprendre, questionner plutôt que vous désengager, fait aussi partie du jeu. Pour conclure, j'ai 2 questions. Sur quoi souhaitez-vous en savoir plus? L'avenir de la Russie, Taïwan, le destin de l'Ukraine, la politique intérieure des États-Unis, le rôle de la Chine dans votre région? Indiquez-le en commentaire, c'est ainsi que naissent les prochains épisodes. 2e question. Comment vous sentez-vous dans ce nouveau monde? Voyez-vous seulement un danger? Ou commencez-vous quand même à voir une chance que, grâce à cette période douloureuse, nous arrivions à un système plus stable, avec une responsabilité partagée et moins de dépendance envers un seul gendarme mondial déjà fatigué? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Qu'en pensez-vous? Ne restez pas silencieux. C'est à partir de personnes comme vous que se forme non pas un Occident collectif ou un Orient collectif mythique, mais un véritable monde collectif. À partir de personnes concrètes avec des destins concrets. Tant que vous posez des questions et essayez de comprendre, nous avons tous une chance. Une chance d'influencer le prochain acte de ce scénario et le rôle que vous y jouerez personnellement. Au revoir. À la prochaine.